Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui, cette fois-ci, va traiter du cœur de votre activité, du cœur contractuel de votre activité, puisqu'on va parler de votre mandat. Donc, en effet, vous êtes agent général et vous êtes protégé par votre statut. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai l'honneur d'être avec Bruno Souris, agent Allianz, ancien vice-président de MAC3 et représentant notre commission juridique statutaire AGA. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. À ses côtés, Jérôme Speroni, juriste mandat intermédiation au sein de la fédération. Messieurs. Bonjour à tous. C'est bon, Aurélie, pardon, j'ai... Oui, j'ai dit messieurs, c'est à vous. Autant pour moi, j'avais pas bien compris. Alors, le propos aujourd'hui, c'est de bien vous expliquer qu'avec votre compagnie mandante, vous êtes dans une relation de nature contractuelle et que cette relation contractuelle, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est soumise à ce qu'on appelle le statut des agents généraux d'assurance. Et ça donne un cadre protecteur fort dans lequel agents, syndicats d'agents et évidemment fédération AGA, on a tous un rôle à jouer. Et c'est de vous montrer un petit peu comment les choses se passent juridiquement, contractuellement, les points d'intention qu'on va relever. Voilà un petit peu l'angle général, mais c'est surtout cette idée de protection de votre mandat par le statut qui est importante aujourd'hui pour nous, à bien vous transmettre. Alors, hop, voilà les intervenants. Alors, on vous fait deux petites slides historiques, mais c'est pour aller très vite et c'est pour cadrer un petit peu les choses. Bien entendu, Bruno, tu me coupes à chaque fois que tu le juges nécessaire. Donc, si on remonte loin dans le passé, retenez peut-être une idée importante, c'est que l'émergence en fait des mandataires professionnels, alors que ce soit pour la distribution de produits ou autre, c'est avec l'essor du Code civil 1804 que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on introduit dans notre organisation juridique la notion de liberté contractuelle des individus libres, dotés d'un consentement propre, preuve contractée assez librement. Et ça va complètement développer le phénomène des mandataires professionnels et notamment ceux de nature commerciale. Donc, les premiers agents d'assurance au milieu du 19e siècle. Alors, très vite, évidemment, on va avoir dans cette relation potentiellement une distorsion de force, de poids entre un mandataire et un mandat. Et la Cour de cassation, dès 1891, pose des règles qui aujourd'hui, qu'on va retrouver encore aujourd'hui, qui est le fait de dire, certes, le mandat est révocable, mais pas n'importe comment. Ces mandats de professionnels sont révocables, mais pas n'importe comment. Soit le consentement mutuel, c'est l'expression de la liberté contractuelle, soit pour une cause légitime, et là c'est toute la matière déjà que vous pressentez sur est-ce que le mandataire a fait une faute ou pas, et comment il faut le justifier, etc. Et ensuite, on renvoie aux conditions spécifiées par le contrat. Ça date de 1891 et aujourd'hui, ça c'est toujours vrai. Ça existe toujours dans la relation contractuelle que vous avez avec votre mandante. Alors ensuite, petit rappel d'organisation de la profession, qui on le voit très tôt est consciente de l'intérêt de s'unifier et l'intérêt d'être ensemble et l'intérêt de travailler ensemble. C'est la création de la FNSAGA en 1919. Le siège parisien, c'est 1923. Pour autant, aujourd'hui, on constate que les régions continuent à vivre pleinement chez AGA. Petite parenthèse. En 1927, la loi, après la jurisprudence, la loi va intégrer la notion de dommage-intérêt en cas de révocation abusive. Et ça, c'est une disposition d'ordre public. Ça veut dire qu'on ne pourra pas y déroger contractuellement. Là aussi, vous le voyez bien, on est en train de construire quelque chose de protecteur, notamment pour la partie la plus faible au contrat, qui est évidemment le mandataire. 1949, arrivée du statut réglementaire, d'abord pour l'IARD et ensuite pour la vie en 1950. Alors là, juste dire qu'en 1949, ça fait suite au projet de développement et de reconstruction de la France après la guerre, et donc développer la capacité d'entreprendre via l'assurance qui est indispensable
Et donc, l'État a mis en place un statut réglementaire pour organiser tout ça parce qu'il y avait un développement très fort. Voilà. Effectivement, ça reste d'actualité, solliciter l'assurance pour sortir de la crise, en fait, quand on regarde bien. Alors, exactement. Non, mais ça vient de résonner à mes oreilles, si je puis me permettre. Donc, effectivement, donc un statut réglementaire, et là, retenez ceci sur 1949 et 1950. Vous verrez avec 96, on change de nature. On passe par le règlement, c'est-à-dire qu'on passe par le ministère pour écrire un arrêté qui est publié, des décrets pardon, qui sont publiés au journal officiel, et finalement le statut, on ne peut le faire bouger qu'avec le gouvernement. Vous verrez, aujourd'hui, c'est un petit peu différent quand même, et en tout cas, on était sur une notion réglementaire du statut des agents généraux d'assurance, étant entendu que l'assurance était déjà elle-même réglementée dans son ensemble. Alors, toujours un peu d'histoire. 1959, on le voit bien, il faut préciser des choses. Et on voit bien qu'un décret, en tout cas que des principes arrêtés dans un décret ne suffisent pas. Et donc en 1959, c'est intéressant, FNSAGA et FFSA se mettent d'accord sur les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il faut une granularité suffisamment fine entre les acteurs eux-mêmes, hein, on descend d'un échelon, on est au niveau du gouvernement, on en vient aux fédérations, pour être concret, pour faire remonter les problématiques de terrain, etc. C'est ce qu'on fait en 1959 pour l'indemnité compensatrice. En 1966, je passe très vite, on revient sur les problématiques de profession réglementée, en fait. Hein. On modifie un vieux décret de 38 où on va commencer à pointer des incompatibilités, les problématiques d'honorabilité, etc. On structure davantage ce qui existait. Alors là, je vais repasser la parole à Bruno dans quelques instants, mais sachez qu'aujourd'hui encore, les statuts 1949-1950 existent. Donc ces statuts réglementaires, si les agents n'ont pas souhaité en sortir en 96, enfin en 97, 1er janvier 97 pour être exact, eh bien, ils continuent d'exister. Première remarque, ça veut bien dire que vous étiez dans une relation contractuelle. Et tant que la volonté exprimée au travers de la signature des mandats dits 49 et 50 a perduré, et perdure jusqu'à aujourd'hui, eh bien, l'agent est resté sous ce statut-là. Voilà. Bruno, à toi. Oui, c'est la traduction de la force du mandat hein, et de la protection de l'agent, c'est-à-dire que la compagnie ne peut pas décider seule de modifier le mandat de l'agent sans contre sa volonté. Et donc, tous ceux qui ont choisi de rester dans le statut 49 sont restés dans le statut 49. Il a même fallu pour l'ensemble des compagnies, avec plus ou moins de bonheur pour certains, mais trouver des systèmes très incitatifs pour faire basculer les agents du statut 49 en 97, mais jamais de manière forcée et obligatoire. Donc, alors petit à petit, avec la sortie des agents qui arrivent à l'âge normal de la retraite, le nombre des agents encore sous statut 49 s'effondre tout doucement et la représentation est de moins en moins importante, mais je pense qu'au niveau de l'ensemble de la profession, c'est probablement autour de 20-25% encore qui sont sous ce statut-là. Et effectivement, depuis 97, tous les nouveaux agents nommés sont sous le statut 97. Alors, une dernière petite remarque, ces statuts réglementaires 49-50 produisent du contentieux. Et moi, une de mes petites craintes, c'est que ça ne s'améliore pas parce que dans les compagnies, on perd l'usage de plus en plus, on perd la connaissance autour de ces statuts réglementaires. Et on voit notamment sur le calcul des indemnités de fin de mandat des choses mal maîtrisées, parfois des compagnies qui vont sur les mécanismes de 96. Alors, soit on leur rappelle à l'ordre et ça se passe pas si mal, mais des fois, comme vous le voyez, je cite une décision d'agent du 1er février où il a fallu faire intervenir le juge pour que la compagnie respecte bien les mécanismes de 49-50, alors qu'ils avaient essayé de substituer de ce 96, qui en termes d'IC, vous le savez tous, sont pas forcément plus favorables. Bruno, une remarque peut-être? Non, il faut bien, mais ça suppose d'ailleurs au sein des syndicats verticaux de bien maîtriser le mandat 49. Alors, il a l'avantage d'être commun à toutes les compagnies, donc il n'y a pas de différence selon les compagnies, mais
il faut bien que chaque agent qui soit dans son statut 49 vérifie que celui-ci est appliqué à la lettre et qu'il n'y ait pas de débordement des compagnies pour aller chercher telle disposition qui serait dans le statut 97 et qui les intéresse à intégrer le statut 49. Ce n'est pas possible. On est dans son statut, on a été nommé dans son statut, on sort dans son statut et donc bien vérifier tout ça. Tout à fait. J'en profite d'ailleurs pour dire que un abattement sur une IC 4950, alors hors trou de caisse, n'est possible que si il y a un accord des deux parties. Sinon, on va chercher un expert et on va au contentieux. Juste une remarque, hein, parce que beaucoup ont pensé que le statut 97, à un moment, avait des incidences non négligeables. C'est vrai, sur certains points, il y a des différences, mais il y a des principes qui restent vrais. Hein. Celui de l'exclusivité, par exemple, n'est pas attaché au statut 97. Il existe déjà dans le statut 49. L'exclusivité, il faut la traiter, on la traitera plus loin, mais c'est sous 2 ans. L'exclusivité, mon activité consacrée à ma profession d'agent, c'est une première exclusivité. Et puis la seconde qui est plus fine, c'est de savoir ce que je mets dedans dans l'intermédiation qui est la meilleure. Voilà. Alors, on poursuit. Alors, on va tout de suite passer au statut de 96. Alors, on dit statut de 96 en référence et au décret à la convention de 96, mais sachez qu'il rentre en vigueur au 1er janvier 1997. Donc, ça veut dire qu'à compter du 1er janvier 1997, aucun mandat ne peut être signé sous les anciens statuts. En revanche, comme on vous l'a déjà dit, ceux qui étaient sous 49,50 ont très bien pu continuer à rester sous statut. D'ailleurs, le décret de 96 prévoyait une clause dite de grand-père. Hein. Alors, rassurez-vous, ça ne s'applique pas qu'aux agents, les clauses de grand-père. C'est une expression qui s'applique à tout le monde lorsqu'on permet aux anciens membres d'une profession notamment de rester sous leur ancien statut. Ça, c'était prévu. Alors, là, vraiment, vous avez un tableau devant vous, je pense, qui est assez fondamental dans notre exposé, parce qu'on parle souvent de statut protecteur des agents généraux d'assurance. Et en fait, qu'est-ce qu'on met derrière cette expression? Eh bien, on met une hiérarchie des normes qui est là pour vous protéger. Donc, la hiérarchie des normes, on va ici partir de la loi et on va arriver jusqu'à votre traitement de nomination. Dans la loi, c'est le code des assurances. Vous avez, alors, l'agent général appartient à la distribution, on est soumis au droit de la distribution d'assurance depuis la TDA, là on parlait d'intermédiation d'assurance. Et surtout, on a deux petits articles dans le code des assurances qui sont spécifiquement destinés aux agents généraux d'assurance. On le verra un petit peu plus loin, mais ils traitent de la rupture du mandat et surtout de la construction du nouveau statut 96 en renvoyant finalement aux fédérations professionnelles le pouvoir d'ériger ce statut. Alors, c'est en termes de hiérarchie des normes, je vous le présente comme ça, mais en termes chronologiques, ça va peut-être vous surprendre. On a un décret de 96 ensuite, donc on a la loi d'abord, et ensuite le règlement. Le règlement, c'est le décret. Donc, c'est la norme en dessous. On a un décret de 96, du 15 octobre 96, qui est là pour approuver le statut des agents généraux d'assurance, et pourtant, la convention, elle est antérieure. Elle date du 16 avril 96. En fait, ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'en 96, la grande décision, c'est de dire on va remettre entre les fédérations le soin d'ériger les grands principes. Et donc, pour qu'ensuite, il y ait quand même le gouvernement qui intervienne pour dire on est d'accord avec cette modalité-là, il faut bien connaître les principes avant que le gouvernement se dise on approuve et c'est OK. Donc, ce qui explique qu'on a comme ça, en termes de hiérarchie, c'est bien le décret qui est au-dessus de la convention. Et on trouve certains éléments, dont la définition du métier de l'agent général dans le décret. Mais ce qui va être homologué finalement, c'est la convention qui avait été décidée avant Avril 96. C'est important en termes d'opposabilité. Si AGA et FFA, enfin anciennement FNSAGA, FFSA, avaient simplement signé une convention, ça n'aurait engagé, alors on aurait pu dire que les agents syndiqués, peut-être, et les sociétés adhérentes à la FFSA. Or, avec le décret de 96, ça va s'appliquer à tout le monde. Vous pourriez imaginer une entreprise d'assurance qui n'est pas adhérente à la FFA, un agent qui n'est absolument pas syndiqué, pour autant, il devrait rentrer dans ce cadre réglementaire, décret, et surtout conventionnel, convention AGA, FFA. Donc ça, c'est vraiment une force. Ça veut dire qu'on embarque toute la profession et tous les assureurs. Ils ne peuvent pas passer à côté, sinon
on serait légitime à dire pas d'accord. Donc c'est extrêmement important. Donc je poursuis dans ma hiérarchie des normes. Donc on a un décret qui fixe certains points et qui homologue la Convention de 96. La Convention de 96 pose des principes, on verra un petit peu plus loin. Et ensuite, on tombe sur les accords d'entreprise. Les accords d'entreprise, ce sont, vous le savez, ce que signent les syndicats et les entreprises d'assurance mandante. Là, Bruno, tu as peut-être… par rapport au statut 49, c'est ce qui fait la nature aujourd'hui de la différence notable. Et donc, alors qu'on a un tronc commun qui s'applique à tous, pour une partie, les accords contractuels, on va avoir des différences, puisque les négociations entre chacun des syndicats verticaux des compagnies mandantes et les compagnies vont aboutir à des accords contractuels différents d'une compagnie à une autre, bien qu'il y ait un socle commun au départ, régi par la convention et le décret. Et donc, selon les accords, vous allez avoir des petites différences sur les taux de commission, sur la nature de l'exclusivité et ce qui peut aller au-delà et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui fait l'objet chez Allianz, par exemple. L'accord, il est du 30 juin 97. Chacune des compagnies a son accord d'entreprise et le mandat fait en sorte d'assurer que une des parties ne peut pas déroger à l'accord d'entreprise sans l'accord de l'autre. Donc voilà, c'est une convention, hein, c'est un contrat entre les parties. Alors, effectivement, donc, alors ces accords d'entreprise, Bruno le soulignait en donnant la date de l'accord Allianz, on le voit, ils sont assez stables. Mais pour autant, tous les ans, les syndicats, je parle sous son contrôle, négocient un certain nombre, vous savez très bien, d'éléments complémentaires, hein, finalement, ne serait-ce qu'aux problématiques d'intéressement. Alors, pas forcément chaque année, c'est plutôt triennal. Mais il y a l'accord d'entreprise qui est un tronc, et puis ensuite, il y a un certain nombre d'accords qui vont venir compléter, ajouter. Généralement, il y a des éléments pour lesquels un accord est pris pour 3 ans, renouvelable tous les 3 ans, donc voilà, ou 2 ans selon. Et donc, il peut y avoir chaque année ou à période plus ou moins courte des renégociations avec la compagnie et les syndicats. Alors, après ces accords d'entreprise, hein, on arrive à votre traité de nomination. C'est ce que vous signez, c'est ce qui vous engage à l'égard de l'entreprise qui vous mandate. Donc, on le voit, l'essentiel du statut est donné aux fédérations, aux syndicats d'agents et évidemment à l'agent lui-même lorsqu'il signe et qu'il s'engage. Hein, dans le mandat, il y a ses droits et ses devoirs. Ce qui veut dire que 49-50, on vous a dit, c'est essentiellement du réglementaire. Bon, il y avait des mandats aussi, mais c'était essentiellement réglementaire. Ici, ça devient essentiellement contractuel. Et s'il y a une seule idée que vous devez retenir de cette présentation, c'est qu'en matière contractuelle, on dispose d'une volonté propre, d'un consentement libre, et en fait, on fait ce qu'on veut. Alors évidemment, la réalité de terrain économique, parfois, est plus compliquée que ça, mais quand même, sur les plans des principes juridiques, vous êtes des parties égales, vous disposez d'un consentement propre, et rien ne peut se faire sans cela. Et si en 96, on met le contractuel au cœur du dispositif, et on justifie notamment par des questions d'évolution des marchés, d'adaptabilité, de spécificité des compagnies d'assurance, etc. Bien entendu, on va créer un certain risque, puisque vous avez en face de vous des acteurs économiques d'un poids énorme. Et donc votre volonté, c'est un petit peu ce qu'on peut, sans faire de comparaison, mais ce qu'on peut voir dans des problématiques de positionnement économique supérieur à d'autres, dans de la grande distribution, etc. Et bien entendu que ça, c'est compliqué à gérer. Pour autant, juridiquement, vous êtes égaux face à vos compagnies, par votre volonté et votre consentement. Donc, ayez toujours cela en tête. Je sais que nous, la Fédération, en est très conscients, les syndicats en sont très conscients, on signe, mais vous aussi, au moment de la signature de votre traité de nomination principale, lorsque vous décidez de négocier d'autres choses, c'est votre volonté, il faut la défendre chèrement. Hein, les textes sont là, et alors, je passe à la slide d'après. Alors, avant de passer à la slide suivante, Jérôme, on a une petite question par rapport à l'accord d'entreprise. Est-ce qu'il est obligatoire? Oui.
Et oui, tout à fait. Il est obligatoire. Benoît, vas-y si tu veux prendre. Non, non, mais bien sûr, oui, c'est obligatoire. Il y a un certain nombre de sujets qui font l'objet des accords et donc obligatoirement, ils s'appliquent à tous. Quand on va dans la hiérarchie des normes, d'ailleurs, on voit que le traité de nomination est en deçà des accords contractuels et le traité de nomination lui-même a des dispositions générales et des dispositions particulières, comme un contrat d'assurance. Hein. Donc, à l'intérieur, on peut éventuellement, au titre du traité de nomination, conditions particulières, aménager un certain nombre de choses, mais ça ne pourra jamais être au bénéfice d'un seul agent au détriment des autres. Et donc, il y a des mesures pour corriger tout ça. Mais l'accord contractuel s'applique à tous et il ne peut être modifié que par les parties ensemble qui amendent une modification. Tout à fait. Et la source de ce que vient de vous dire Bruno, bien c'est dans le décret et la convention de 96 qui renvoie expressément aux accords contractuels le soin de définir le statut type en fait. Aujourd'hui, vos accords contractuels définissent des statuts types et donc tout ça s'applique en matière de hiérarchie. Oui, Aurélie, tu vas aller me... Et cet accord d'entreprise, du coup, pour cet accord, entre guillemets, ils sont obligés de solliciter le syndicat de société? Oui, oui. Absolument. Le représentant, c'est prévu comme ça dans le décret de 96. Hein. Encore une fois, c'est toute cette pyramide est cohérente et donc nécessairement il doit y avoir une discussion avec les syndicats. Si on n'y arrive pas, il est prévu des clauses d'arbitrage et de médiation possibles. De médiation, absolument. Ouais. De médiation. Alors, à ma connaissance, c'est jamais vraiment arrivé parce qu'au bout d'un moment, les blocages pour les surpasser et donc compagnie et syndicats savent enterrer la hache de guerre. Mais effectivement, c'est nécessaire. Et en cas de blocage, on fait appel à un tiers. Mais ça suppose d'ailleurs de la part des syndicats verticaux d'être attentifs aux mesures qui sont prises par les compagnies sur tel et tel produit ou modification pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une modification unilatérale d'un accord contractuel et dans ce cas-là, faire le nécessaire pour rappeler les règles et donc renégocier si c'était utile. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Voilà, il faut être attentif. Faut pas... C'est tout. Je ne peux que confirmer, parce qu'il peut vous faire passer une directive qui finalement touche l'accord contractuel, et donc là, il faut dire non. Alors, on va d'abord discuter de votre directive. Alors, tout ça est d'autant plus vrai qu'encore une fois, donc ordre public de protection au profit des agents généraux d'assurance. De la loi à votre mandat, la protection qui vous est accordée par les normes les plus élevées doit être respectée par un norme inférieur. Très clairement, ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir un mandat, par exemple, qui dit « cet agent général d'assurance n'aura pas d'indemnité de fin de mandat ». C'est dans les accords, dans les normes supérieures, donc c'est un exemple. On ne pourrait pas non plus, et là il y a peut-être des petits sujets dans les réseaux, on ne pourrait pas non plus, le courtage d'accessoires est expressément prévu par la Convention de 96. On pourrait s'interroger sur des clauses d'accords contractuels de mandat qui interdisent à 100% le recours au courtage accessoire. On pourrait. Donc ça a été reconnu par la Cour de cassation explicitement, notamment dans un arrêt de 2016, hein, ce que vous dites. Les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites. Non écrites, ça veut dire qu'on l'applique. On fait comme si la clause n'existait pas. Le mandat, lui, reste, ça ne fait pas tomber le mandat, ça fait tomber simplement la clause. Et une clause, elle peut être réputée complètement ou partiellement non écrite. Alors ça, c'est vraiment très, très important. Le tableau et ce qu'on vient de vous dire là, c'est le cœur de la machine. C'est pour ça que votre mandat est protégé par le statut. Alors, oui, AGA dans tout cela, je vous ai mis Athéna. Elle était non seulement patronne de la guerre, il me semble, elle avait beaucoup de casquettes, Athéna, et notamment la patronne des artisans, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, AGA, qu'est-ce que peut faire AGA, et d'ailleurs les syndicats verticaux aussi, mais je laisserai parler Bruno. Eh bien, on est gardien du temple, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de défendre ce que je viens de vous dire, hein, si un accord d'entreprise dérogeait à la Convention de 96, on pourrait l'attaquer, un traité de nomination également. Donc, on a
c'est dans nos statuts, hein, on est là pour défendre les agents généraux, défendre évidemment le statut, et donc on pourrait agir en justice, c'est une de nos fonctions. Aujourd'hui, on n'a pas de contentieux, mais néanmoins, je vous garantis que dans les différents soutiens aux syndicats que je peux apporter, ce sont des choses que parfois on mentionne. Continuer d'aller trop loin, et puis on va réfléchir potentiellement à une action. Donc ça, on a évidemment ce qu'on appelle un intérêt légitime à agir, ce qui est nécessaire à l'introduction Et l'intérêt pour les syndicats verticaux qui ne sont jamais composés que d'agents généraux, hein, dont le métier c'est d'être agent général avant tout, c'est d'avoir un appui juridique pour venir conforter des positions que l'on envisage, que l'on imagine, et répondre à nos questions sur l'atteinte ou non à une des règles du mandat. Et donc, c'est important, hein, professionnellement, même s'il y en a qui s'intéressent plus à ces sujets que d'autres, c'est quand même pas la fonction première d'être un juriste et sur le droit du contrat du mandat. Voilà, on a de l'expérience, mais c'est bien d'être appuyé par la profession sur le sujet. Merci Bruno de le souligner. Alors évidemment, comme la réalité. Merci. La slide que je vous présente là, finalement, on la duplique dans les syndicats verticaux. Vous avez aussi, les syndicats verticaux ont également potentiellement un intérêt à agir contre leur compagnie. Si elle voulait imposer des choses qui dérogeaient dans un sens défavorable au statut. On retrouve ce rôle-là. L'intérêt de la fédération, c'est cette deuxième couche, cette distanciation qui évidemment peut être intéressante dans la défense de vos intérêts. Alors, on vous a présenté le tableau, on vous a présenté la hiérarchie des normes. Maintenant, on va revenir un petit peu strate par strate. Donc, on commence par la loi. Quand je dis loi, ici, j'entends le code des assurances. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un intermédiaire d'assurance. Ça, on le savait depuis la directive européenne sur l'intermédiation d'assurance. Vous êtes un distributeur d'assurance, maintenant avec la DDA. Vous distribuez des produits d'assurance. La notion de produit d'assurance aussi est relativement récente en termes de terminologie, j'entends. On ne voit pas trop d'aboutissements différents sur ce que vous faites, mais néanmoins, c'est une nouvelle terminologie législative. Et alors, c'est là où ça redevient intéressant, c'est que, pour vous, j'entends, vous êtes vous êtes des mandataires. C'est-à-dire que le Code des assurances va exiger, pour qu'il y ait un agent général d'assurance, il faut un assureur qui le mandate. Donc, c'est décliné dans la partie réglementaire du code. Vous ne me demandez plus pourquoi, je ne sais plus, ça aurait pu être mis dans la partie législative. Mais il faut bien être clair, net et précis. On ne peut être agent général d'assurance que si on a une société d'assurance qui mandate. C'est une exigence, c'est comme ça qu'on vous immatricule à l'ORIAS. Aujourd'hui, les immatriculations ORIAS sont gérées par les entreprises mandantes avec des gros flux prioritaires à l'ORIAS. Et c'est bien la production de l'attestation de mandat qui va créer l'agent. L'ORIAS n'immatriculera jamais un agent général, enfin dans la catégorie agent général d'assurance. Une autre typologie de mandataire qui ne rentrerait pas dans le statut correcteur, qui ne serait pas mandaté par un assureur mandant, et on le verra un peu plus loin, c'est nécessairement un assureur français. C'est une particularité. C'est ce qui fait la spécificité de notre métier, hein, qui n'existe pas en tant que tel, en dehors de ma relation avec ma compagnie mandante. Je ne suis agent général que parce qu'il y a une compagnie qui m'a proposé un contrat de mandat. Sinon, je ne suis pas agent général. Hein, l'agent est au mandat ce que le cardinal est au pape. Non seulement le mandat crée l'agent, comme le pape crée le cardinal, mais voilà, si je n'ai pas cette relation-là, je n'existe pas en tant qu'agent général. Tout à fait. Alors, je poursuis. On reste au niveau code des assurances. Donc, je vous ai dit, il y a deux dispositions. Il y en avait bien plus à une époque. Maintenant, il reste deux dispositions qui intéressent directement les agents généraux d'assurance. L'une, sur la cessation du mandat. On nous dit, votre mandat, c'est un contrat à durée indéterminée. Limite âge de la retraite conventionnellement défini. Qu'il est résiliable unilatéralement. Ça veut dire que vous ou la compagnie peuvent y mettre un terme quand vous le souhaitez. Et ça, c'est incontestable. Sauf que, c'est évidemment le sauf que qui est important, si il est résilié de façon abusive, ça vous ouvre des droits à des dommages-intérêts. Il faut aller plaider, on ne va pas se mentir, en plus de votre indemnité de fin de mandat.
Donc, et on voit bien, je vous disais, ça, c'est les conséquences de l'arrêt de 1891 de ma Cour de cassation dans ma première partie. Hein, donc, vous voyez bien, on est quand même dans cette problématique de protection de l'agent, y compris au niveau législatif. Et j'ajouterai un élément, c'est que votre mandat il est réputé d'intérêt commun. Donc, ça veut dire que lorsque la compagnie va mettre un terme à votre mandat, si elle ne le justifie pas, elle s'expose. Elle s'expose à ces fameux dommages et intérêts, et dans tous les cas, elle ne veut pas vous priver de l'indemnité de fin de mandat. Ça, il reste ce morceau-là dans le code des assurances, et on a jugé important de le laisser à cet endroit-là, même si c'est répété ensuite dans la convention, dans le décret. En tout cas, à cet endroit-là, c'est dit, et c'est dit au niveau législatif, c'est en termes de hiérarchie. Renaud, tu voulais peut-être... Oui, juste un point sur la convention qui détermine l'âge de départ à la retraite défini conventionnellement. Donc, généralement, dans les accords contractuels de chaque compagnie, c'est à 65 ans. En tout cas, chez Allianz, c'est à 65 ans. Or, vous savez que vous avez un taux plein pour votre retraite complémentaire à 67 ans. Donc, on peut se poser la question de ce qui se passe. La convention, elle définit un âge, mais effectivement, vous êtes censé avoir un taux plein de la complémentaire à 67. Donc, là, c'est un élément de négociation au cas par cas pour ceux qui veulent continuer jusqu'à 67 ans. Et si la compagnie veut absolument respecter l'accord à 65, c'est peut-être dans ces conditions-là qu'il peut y avoir un accord pour prolonger son activité ou, à l'inverse, faire une compensation financière pour voilà. Mais c'est des points où ça ne matche pas totalement. L'âge défini, 65, ne correspond pas au taux plein. Et le AGA milite pour qu'une clause qui, dans l'idéal, soit commune à tous les accords d'entreprise, en disant c'est l'âge de départ à la retraite à taux plein. Mais après, bon, ça se négocie au bon moment, au mauvais moment. Enfin, évidemment, là, vous le savez, par réseau, ça peut être plus ou moins compliqué. Un certain nombre de réseaux ont réussi cette transformation. D'autres, comme je viens de il faut négocier encore un petit peu à côté. Alors, deuxième article fondamental, le L540-2, qui nous dit le statut est fixé par les négociations fédérales. C'est ma convention de 96. Et vous voyez, on est parti de la loi et on renvoie directement à la convention et donc approuvé par le décret de 96 ensuite. Et donc, on met au cœur vraiment la volonté de la DFED au cœur du dispositif. On n'est plus dans cette approche réglementaire où c'est le gouvernement qui va déterminer le statut. Alors, on poursuit. Oui, je voulais éventuellement vous dire quelques mots sur le code civil, mais le temps passe et il passe vite. Donc je vais faire un petit peu rapide sur cette partie, mais retenez cela. Vous êtes une profession de nature civile, hein, à la différence du courtage, qui est une profession de nature commerciale, ce qui explique que lorsque vous faites du courtage accessoire, que vous vous immatriculez à l'ORIAS, c'est absolument obligatoire, vous deviez justifier d'un RCS pour votre casquette agent général. L'assurance, ce n'est pas utile parce que votre mandat, c'est un mandat civil, un mandat code civil. Et donc, les règles spécifiques du mandat, spécifiques du mandat s'appliquent. Alors, ce sont les articles 1984 et suivants du code. Alors, je ne veux pas de révolution. Hein. Le mandat, c'est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat doit limiter les pouvoirs du mandataire. Et je ne résiste pas à vous lire la terminologie employée en 1804, c'est quand même assez joli par rapport au texte législatif d'aujourd'hui. Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. Voilà, ça, c'est ma petite coquetterie peut-être de ce webinaire, mais je trouve quand même qu'on écrivait très bien le droit à l'époque, et ça s'est un petit peu perdu aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, évidemment, c'est que vous avez un mandat pour un objet illimité, et que vous n'allez pas pouvoir engager qui tout AXA, qui tout Generali, qui tout Allianz par le fait de votre mandat d'agent général d'assurance. Et c'est assez drôle parce que... Vas-y, Bruno, je t'en prie. Oui, non, je voulais dire, c'est un point fondamental quand même dans notre relation, c'est-à-dire que le courtier est un commerçant, alors que l'agent général est une profession libérale indépendante. Et dans la relation contractuelle du courtier avec son client, c'est une relation de commerçant, elle est directe. La compagnie n'intervient que par l'intermédiaire du contrat d'assurance et sur ces éléments-là. Alors que dans l'intermédiation d'un agent général, forcément, il y a un lien entre l'agent général et la compagnie via le mandat.
Donc, dans la limite de ce qu'a expliqué Jérôme, hein, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre, c'est-à-dire qu'on doit respecter les règles qui sont dans le mandat, mais dans la relation du client, on implique la compagnie et la compagnie a un lien direct entre le client et elle, via le contrat et notre intermédiation, ce qui n'est pas le cas avec le courtier. Alors des fois, on se dit, mais pourquoi les compagnies ont des exigences différentes avec un agent général sur des règles d'entreprise, des intercalaires et des choses comme ça, qui n'ont pas avec les courtiers? Eh ben justement, parce que l'engagement de la compagnie n'est pas tout à fait le même quand cet engagement est lié à une intermédiation d'agent et quand elle est liée à un courtier, et donc il se protège, et c'est pour ça que vous avez le sentiment que de temps en temps, on vous exige des choses en tant qu'agent qu'on n'exige pas au courtier. C'est à cause de ça. Mais par ailleurs, ça protège aussi un peu le client. Oui, incontestablement. Ah, voilà. Alors, dernier petit point, effectivement, il y a une règle dans le Code civil qui dit lorsque le mandat prend fin, le mandataire doit remettre l'original du mandat au mandant. C'était à l'époque, pour des règles de protection, d'usurpation de qualité de mandataire, alors que c'est terminé. Alors, c'est effectivement très dangereux pour le mandant. Et aujourd'hui, on a quelques cas issus et connus par le passé, je n'en connais pas l'actuel, mais d'usurpation de mandat. Les gens pour continuer à faire souscrire de faux contrats d'assurance au nom d'une compagnie ou d'une autre. Il y a une ou deux affaires légendaires dans la profession. Je ne m'attarde pas, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve. Vos compagnies, en général, vous demandent les originaux en fin de mandat. Alors évidemment, oui, vous le remettez, mais vous faites une belle photocopie, on ne sait jamais si des choses se cassent derrière. C'est bon, Bruno, je poursuis? Oui, bien sûr. Mais il les demande, effectivement. Il demande des pièces originales. Et là, tu vois, tu as dans la loi, hein, c'est écrit, c'est inscrit dans la loi, et c'est généralement repris dans les mandats par une clause. Alors, oui, quand même, pardon, je dis le Code civil, je veux passer vite, mais Bruno l'a déjà dit. Le mandant, pardon, est civilement responsable de son mandataire. C'est la même nature de responsabilité que, alors, une relation employeur-salarié, pas tout à fait. Mais en tout cas, l'origine du texte, c'est la même. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du commettant du fait de leur préposé, le commettant étant ici l'assureur et le préposé l'agent. Sauf que, et là aussi Bruno l'a dit, vous êtes des indépendants et donc on ne va pas pousser, en tout cas en jurisprudence, les conséquences de cette responsabilité de la même manière qu'on ferait pour un salarié. La Cour de cassation, dans un très célèbre arrêt, Licoste de Hatt, nous dit que le salarié, pardon, on va plutôt dire salarié, est irresponsable civilement lorsqu'il agit dans le cadre de sa mission. Eh bien vous, c'est tout l'inverse, et c'est la Cour de cassation. Voilà. Vous êtes bien civilement responsable. L'assureur mandant va répondre de vos activités dans le cadre du mandat, effectivement, il est tenu par la loi. En revanche, vous aurez toujours une responsabilité propre et une possibilité de recours des compagnies contre vous en cas de faute. Hein, donc là, pour le coup, vous avez beau être sous le régime global de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, vous n'avez pas la même faculté à échapper finalement à une responsabilité civile. Vous êtes des indépendants. Et ce n'est pas une faiblesse, ça. C'est au contraire une force, hein, évidemment, d'être des indépendants, de pouvoir opposer votre propre responsabilité. Pour l'anecdote, je vous rappellerai quand même que CGPA est une compagnie qui a été créée par des agents généraux d'assurance, justement pour préserver cet aspect d'indépendance et de responsabilité propre. Donc évidemment, c'est jamais très rassurant d'être responsable, mais en tout cas, c'est ce qui crée aujourd'hui la force des agents, incontestablement. Ouais, c'est fondamental, hein, ça, d'avoir une compagnie qui assure notre RC professionnel indépendante des compagnies mandantes qui vous nomment en tant qu'agent général. Vous imaginez la situation dans laquelle on serait si on doit mettre notre responsabilité en jeu et essayer de définir avec la compagnie qui vous assure et qui est aussi votre mandante, si votre responsabilité est engagée, je pense que là, le lien doit être coupé avec sa mandante, c'est quand même plus rassurant. Et c'est important qu'on ait cette société CGPA. Il faut remercier les anciens agents qui ont contribué à mettre en place cette structure. C'est vraiment un plus pour nous.
Sans aucun doute, et je peux vous confirmer que dans les dossiers, ça a un poids. Quand on est agent général chez le CGPA, bon, il y a le contrat d'assurance, bien entendu, c'est un assureur, mais on est quand même écouté, largement écouté. Et d'ailleurs, petite remarque, CGPA n'est pas membre de l'AFPA. Il n'adhère pas à l'AFPA. Il y aurait conflit d'intérêt, évidemment. Alors, je poursuis. Donc, niveau 1, on a fait la loi, le Code des assurances, Code civil. Niveau 2, on tombe dans notre décret d'homologation de 96. Qu'est-ce qu'on y trouve? Grosse innovation de 96, l'introduction de l'exercice en société de capitaux sous des formes déterminées. Et c'est la société, du coup, qui devient titulaire du mandat d'agent général d'assurance. On nous rappelle que le mandat est obligatoirement écrit, donc c'est extrêmement important parce que finalement c'est un contrat formel, le contrat d'agent général d'assurance. Il faut en passer par un écrit, et évidemment, dans cet écrit, la compagnie va devoir, parce que c'est elle qui propose le mandat, elle va devoir démontrer que ça colle bien avec les principes de la Convention 97 notamment. Alors, par un ou plusieurs entreprises d'assurance établies en France. Alors, un ou plusieurs entreprises d'assurance, aujourd'hui, on ne connaît plus d'agents généraux étant agents généraux 2 fois pour 2 compagnies différentes. La disposition, finalement, elle sert davantage au groupe d'assurance auquel vous appartenez à être mandaté par l'entreprise vie, l'entreprise IARD, et que sais-je encore. Avec une spécificité, nous dit le décret 96, je ne suis pas sûr du tout que la disposition serait conforme au droit européen, mais il faut que l'entreprise d'assurance soit établie en France. Autrement dit, pas d'agents généraux avec un assureur en LPS, par exemple. Voilà, un assureur allemand ne pourrait pas créer des agents généraux sur le territoire français. En tout cas, dans le décret de 96, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça tiendrait au niveau européen? J'espère ne jamais avoir à traiter les questions. Moi, j'ai quand même un petit doute, pour tout vous dire. Alors ensuite, on retrouve l'objet du mandat qui est repris dans la quasi-totalité, quasiment à la virgule près, dans les mandats que vous signez. L'agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l'offre de contrat et de services d'assurance pour satisfaire les besoins de la clientèle. Alors, je m'arrêterai juste peut-être sur la notion de besoin de la clientèle et pour vous dire qu'en 96, on était déjà bien aligné avec ce qu'allait venir, puisqu'aujourd'hui, si on pense à votre devoir de conseil, c'est bien satisfaire aux besoins et aux exigences de vos clients. On voit aussi qu'on ouvre un petit peu les champs en parlant de services d'assurance. Il y a le contrat, mais l'assurance, c'est sans doute plus que ça, et donc on va un petit peu plus loin. Autre remarque, il n'y a pas la gestion de sinistre dans cet objet du mandat, et donc la gestion de sinistre n'est pas statutaire. Alors, dans certains accords d'entreprise et mandatifs, on la retrouve, mais la gestion de sinistre, c'est quelque chose à côté. C'est une délégation à côté. Alors évidemment, c'est des sujets concrets, donc défense des agents, mais ce n'est pas strictement le statut d'agent de la gestion de sinistre. Et puis évidemment, bien entendu, le droit à l'indemnité de fin de mandat, le droit à l'indemnité de fin de mandat lors de la cessation, que ce soit en cas de personne, pour une personne physique ou pour une personne morale, mais ça exige la dissolution, et ça, c'est fiscalement douloureux, mais je ne développe pas. Bruno, quelques remarques peut-être? Quelques remarques. Les sociétés de capitaux, à part MMA, qui a vraiment eu concours à l'exercice sous forme de société, peu de compagnies ont favorisé la mise en place des sociétés de capitaux. Certaines, ça y est, commencent à s'y mettre, mais c'est vrai que ça supposait probablement une organisation des agents, il faut être au moins 2, hein, donc des associations et puis un montant de commission suffisamment important pour que ça ait un intérêt. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que certaines des compagnies n'ont pas favorisé l'exercice sous forme sociétale. Bon, chez Allianz, par exemple, c'est une SARL. Les SA, les sociétés, comme on dit, sont pas... Non, enfin, c'est majoritairement la SARL. Hein, voilà, il n'y en a pas. Et ça, je crois qu'il n'y en a même pas 5. Et des sociétés en commande.
Voilà. Alors les mandataires, une ou plusieurs entreprises d'assurance, alors c'est vrai que le problème se pose moins aujourd'hui, mais il va y avoir des compagnies d'assurance qui vont être achetées sur le marché. Certaines vont l'être par des structures qui sont attachées à l'FFA, d'autres on se pose la question comment ça va se passer. Ben voilà, ça va être l'exemple d'agents généraux qui vont avoir plusieurs compagnies mandantes, sûrement, pour distribuer d'un côté des produits IART et puis de l'autre des produits vie, à voir. Ensuite, sur l'objet du mandat et l'offre de service et la réponse aux besoins du client, on voit bien qu'il y a ici une démarche déjà entamée à l'époque, mais qui est de plus en plus importante sur une forme d'assistanat et de la protection du client. Il faut à tout prix faire en sorte de le protéger. Et donc, ça concourt à une réglementation de plus en plus importante et encadrée. C'est l'objet des différentes directives européennes qui ont été mises en place et qui vont de plus en plus encadrer ça. Et le point important sur le droit à indemnité, attention, les compagnies ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et elles protègent l'indemnité de fin de mandat. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus loin. Voilà. On avait d'ailleurs une question par rapport à l'exercice en société. C'est bien l'agent qui signe le mandat et non la SARL. Non, enfin. C'est la SARL qui porte le mandat. C'est la SARL qui porte le mandat et donc c'est la personne morale qui va s'engager dans le mandat. En revanche, c'est sous condition d'agrément des agents détenant les 2/3 du capital. C'est-à-dire qu'on a une double entrée, et c'est vrai à d'autres égards. C'est l'agent, c'est la SARL. C'est elle qui s'engage. Pour autant, ça n'est possible que sous condition d'agrément d'au moins, donc dans le cas du SARL, c'est au moins 2 agents, qui détiennent 66,66% des parts. Et on a comme ça une dichotomie entre la personne morale et l'agent dirigeant agréé, qui n'est pas évidente et sur lesquelles, notamment mes collègues en droit de société, ont des questions et des problématiques spécifiques. Mais il y a bien une double entrée. Pour vous la faire comprendre, cette double entrée, par exemple, en cas de départ d'un agent associé, il y a certaines règles qui vont s'appliquer à la SARL et d'autres à l'agent. Par exemple, le mandat va continuer sur la tête de la SARL, il n'y a pas de raison, c'est juste un associé qui s'en. Mais la compagnie va être en capacité de demander c'est une SARL, elle a mandaté une SARL, donc il y a un deuxième agent qu'elle agréera. Pour autant, celui qui est parti, il n'est pas complètement délié de ses engagements au travers de la SARL. Par exemple, sur la clause de non-rétablissement. Le départ d'un associé d'une SARL, d'un associé agent d'une SARL, sur sa tête continuera à peser la clause de non-rétablissement. Donc, il y a comme ça une double entrée qui crée des complexités juridiques et qui explique aussi pourquoi, finalement, les compagnies n'ont pas toujours été très en pointe pour développer les SRL. Mais c'est bien, le mandat, c'est bien la société qui s'engage. Quelques sujets qu'on a eu à traiter, c'est le cas de 2 associés, l'un s'en va. Ça suppose donc que pour la société, la SARL, continue d'exister, il y a un deuxième associé, un remplaçant qui arrive et qui rachète ses parts. Et donc ça doit se faire dans des délais assez courts. Généralement, la compagnie demande à ce que ce soit réglé dans les 6 mois. Sinon, ça remet en cause le mandat qui a été accordé à la structure sociétale. Soyons clairs. Donc, c'est pas facile. Et il faut trouver la partie qui va racheter la part pour être certain que dans la structure sociétale, j'ai bien 66,66% des parts qui soient attachées à au moins 2 agents. Voilà. C'est pas évident. Pas toujours. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, on est en pleine vague des premières SARL qui sont pas transmises. Enfin, il y en a déjà eu, mais là, on a une vague. C'est pas évident. Voilà, donc, je poursuis parce que le temps passe vite. Alors, au niveau du décret, que vous dire alors, si, un point important, c'est que c'est bien les modalités de rémunération, elles peuvent être discutées au niveau des syndicats, mais c'est bien au travers de mandats que votre grille de commissionnement est attachée. Donc,
un seul effet, et puis je passerai à la slide suivante, c'est de vous dire, voilà, vous avez signé un mandat avec une grille. Alors, les nouveaux produits, il peut y avoir des discussions, mais en tout cas, sur l'existant, votre volonté s'est exprimée à un instant T. On ne pourrait pas remettre en cause ça unilatéralement par la compagnie. On ne pourrait pas non plus, si le syndicat négocie un nouveau taux, eh bien, il faudra quand même une acceptation individuelle des agents au niveau du mandat, puisque la grille de commissionnement est attachée individuellement au mandat. Donc ça c'est important, et on l'a vu hein, dans un réseau que je ne citerai pas, mais il y a eu une modification des taux de com. Eh bien, c'est pour les nouveaux agents, et pour les anciens, on leur propose. À eux de voir s'ils ont un avantage ou non. Hein, mais encore une fois, vous voyez, là, quand on parle de dispositif contractuel, conventionnel, où votre volonté doit s'exprimer, il faut toujours avoir en tête que vous êtes voilà, juridiquement aussi important que la compagnie et doté d'une volonté et d'un consentement propre. Donc, on ne peut pas vous emmener. Là où vous n'avez pas signé, on ne peut pas vous emmener. Pour faire très très simple. Voilà, je passe sur cette slide. Donc, on a déjà dit pas mal de choses, hein, Bruno, je pense. Alors, voilà, on a fait loi, décret, on arrive à la convention. La convention, on va tomber sur les grands principes. On rajoute de la granularité finalement. Hein. L'idée de confier en 96 ça à la discussion aux fédérations, c'était pour s'adapter davantage à l'évolution du marché. Bon, on peut en discuter à l'infini. Oui, ça a marché, oui, c'est un peu pieux, je ne sais pas, mais c'est la volonté exprimée. Ça n'a pas bougé en fait 96. Hein, il y a eu deux petits à côté. Enfin, un à côté qui est une déclaration commune en 2006 où on revenait sur cette notion d'adaptation au marché en posant certains principes. Et puis quand même contractuellement, on va citer l'accord d'octobre 2019 sur la qualification RGPD qui vient compléter quand même. Alors ça ne retouche pas directement la convention de 96, ça vient à côté, mais c'est quand même au niveau fédéral et ça vient dire ce qu'est l'agent général d'assurance dans la relation de RGPD. Je ne développe pas, ça n'est pas notre degré et puis on devrait y passer trop de temps. Alors, les grands principes qu'on trouve dans la Convention, eh bien, c'est par granularité, si vous voulez. On retrouve la problématique de l'âge de la retraite, le principe selon lequel la propriété du portefeuille, c'est la compagnie. Vous avez un droit de créance sur le portefeuille. Voilà. On retrouve l'exclusivité de production, et si je suis taquin, je vous dirais qu'on ne retrouve pas l'exclusivité professionnelle, et pourtant elle est bien présente, hein, l'exclusivité professionnelle dans vos mandats et accords d'entreprise. Je ne vous cache pas que c'est un thème de réflexion pour moi. On retrouve la reconnaissance du courtage accessoire explicitement. Donc là aussi, si vous voulez être un petit peu embêtant avec certaines compagnies, est-ce que vous ne restreignez pas trop le courtage accessoire? C'est une question qui pourrait se poser. On pose, et ça c'est moderne, hein, les rémunérations peuvent être multiformes. Il n'y a qu'à côté du commissionnement, donc l'intéressement et toute autre forme. Bon, moi je connais l'intéressement. Et puis certaines déclinaisons du commissionnement. On pose le principe de la cessation sous un préavis de 6 mois pour les deux parties, agents et compagnie. On pose le principe de la cession de gré à gré. Alors ça, bon, on le sait, hein, ça reste quand même... Malheureusement, le principe et l'exception se sont inversés. Il y a beaucoup plus d'indemnités de fin de mandat aujourd'hui que de cession de gré à gré. Peut-être un petit commentaire, Bruno, sur cet aspect-là. Oui, bien que le principe soit le gré à gré, chez nous, je crois que c'est moins de 20% de négociations en gré à gré, dès lors que de toute façon, le candidat proposé par l'agent n'est pas agréé par la compagnie, ben ça fait tomber la cession de gré à gré, et donc on retombe dans l'IC. C'est un peu dommage parce que dans les règles de cession de gré à gré, en particulier au moment de la retraite, il y a quelques avantages liés au fait que la cession de gré à gré lui permet d'avoir un peu plus de souplesse et sur la fiscalité qui s'applique et des petits aménagements financiers. Voilà. Alors une précision, hein, l'agrément des compagnies, on ne peut pas lutter contre. Très honnêtement, je l'ai tourné dans tous les sens, j'y arrive pas. Par contre, quand même, moi j'avance un petit peu avec un réseau sur l'idée que en cloisonnant trop la possibilité de cession de gré à gré, on dévoie le principe de la Convention de 96. Voilà, je suis sur cet argumentaire-là. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est quand même de dire, OK, l'agrément, on ne peut pas toucher. Mais par contre, si vous mettez
trop de barrières à la cession de gré à gré, à un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas en train, justement, d'avoir une interprétation défavorable aux agents? Vous dévoyez le droit de la Convention 96. Voilà la typologie de raisonnement qu'on essaie de tenir là-dessus. Dernier point, il y a le principe de non-rétablissement qui est mis dans la Convention 96. 3 ans dans la même circonscription et 6 mois en cas de rénonciation à l'IFM. Voilà, renonciation à l'IFM, ça vaut le coup si vous avez les murs et être absolument sûr de votre clientèle. Je l'ai vu très rarement. Hein, c'est pas le cas le plus fréquent, hein, soyons clairs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut vraiment être très, très solide. Mais alors, par contre, ça n'aide pas. Hein. Dans les 2 cas que j'ai vus, je vous garantis que vos compagnies attirent une grosse de tête. C'est tout ce que je vous souhaite, en fait, de pouvoir faire ça. Alors, oui, bon, on l'a déjà dit. Hein, ça, on l'a dit, ouais. C'est l'arrivée des sociétés de capital, je passe. Alors, c'est important quand même, enfin, sur un point, c'est qu'on a beau avoir, on a 15 réseaux, on a 15 ensembles contractuels différents, Bruno l'a dit en introduction, on a donc 15 mandats types différents, et on a surtout 15 cultures d'entreprises différentes qui évoluent dans le temps. Je vais vous citer un exemple. Une grande compagnie, pendant très longtemps, a été a laissé, on va dire, courir le courtage accessoire, parce qu'elle en avait besoin pour se rétablir elle-même, etc. Et puis à un moment donné, on va dire qu'elle est revenue à une certaine santé et a commencé à verrouiller le courtage accessoire. Et donc, on a eu pas mal d'agents qui ont été rappelés à leurs obligations contractuelles. On revient à ce qui est écrit. À quoi vous êtes-vous engagé? Alors, ça se fait plus ou moins dans la violence ou la douceur. Évidemment, on oppose aux compagnies qu'elles ont laissé faire, qu'elles étaient parfaitement en connaissance du développement du courtage contractuel, certes, mais la compagnie, pour le passé, on s'en sortira, mais pour l'avenir, la compagnie sera légitime à vous demander de revenir dans les clous de ce que vous vous êtes engagé, signé par écrit. Hein, donc, vraiment, je crois que la culture d'entreprise, et on voit bien, Bruno disait, chez nous, la SARL, bof, c'est un peu compliqué, d'autres réseaux, ça l'est moins. Le courtage, c'est plus ou moins facile dans certains réseaux. Au-delà de ce qui est écrit, mon message, en fait, c'est le suivant, c'est au-delà de ce qui est écrit, il y a une culture d'entreprise qui va influencer tout ça. Mais à un moment donné, si on se fâche, on ira regarder ce qui a été écrit, signé, et c'est ça qu'on va regarder et interpréter dans un juge. Donc, il faut bien avoir ça en connaissance de cause. Moi, j'en tire une seule conclusion. C'est lorsque vous êtes en train de discuter de choses structurantes et importantes pour vos agences, eh bien, passez par écrit. Passez par écrit, vous le ressortirez à la compagnie. Mais j'ai négocié une clause d'exclusivité territoriale. J'ai un avenant. Ah, ça n'existe plus sous 96. Oui, mais là, j'ai pu le négocier. C'est favorable, il n'y a pas de problème. Vous voulez me mettre une autre agence? Non. Bon, vous m'avez autorisé telle année à avoir une entreprise de courtage à côté de mon agence. J'ai un écrit. Et là, ils ne peuvent rien faire. Encore une fois, l'importance de la volonté de contractualiser, d'avoir des écrits, ça vous protège. Vraiment, ça, je pense que c'est important. Bruno, si tu n'as pas une... Non, le principe de la territorialité, il est exprimé différemment selon les accords contractuels. Et donc, il faut être attentif parce que il ne faut pas prendre exemple sur une compagnie qui ne préciserait pas des règles telles qu'elles sont définies dans d'autres et qui autorise la présence d'une deuxième agence dans la même rue. Pour certaines compagnies, ça, c'est pas possible. Et donc, il faut bien vérifier dans ses accords contractuels que ces règles-là sont respectées. Sur la culture d'entreprise, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les conditions de marché sont telles que là où vous pouvez y avoir des cultures d'entreprise vraiment différentes d'une société à une autre, aujourd'hui, soyons clairs, les compagnies sont sur des schémas qui vont se retrouver identiques et les mêmes problématiques se posent dans les mêmes conditions et donc on voit que ils échangent entre eux au sein de la FFA et en particulier pour la structure de la distribution d'assurance, hein, parce qu'il y a aussi les banquiers dans cette histoire, mais entre assureurs classiques, ils échangent beaucoup et les compagnies d'assurance d'un seul coup ont des stratégies très, très semblables les unes aux autres et vous retrouvez dans vos compagnies des applications de ce qui a été mis en place ailleurs quelques mois avant. Voilà. Il faut faire, voilà. C'est un bon indicateur pour les réseaux, pour les syndicats verticaux de ce qui risque de se passer dans les années proches quand on voit évoluer les choses. D'accord. Bien noté, Bruno, merci. Alors, on avance. Aurélie, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors Bruno l'a déjà dit, mais effectivement, comme on est sur du contractuel, vos accords d'entreprise, et donc du coup, vos mandats peuvent présenter
des différences significatives. Les REM, les taux de REM ne sont pas, les taux de commissionnement ne sont pas les mêmes d'une compagnie à une autre, la façon dont on intéresse, la façon dont on va commissionner, faire du surcommissionnement, quand il y en a, quand il n'y en a pas. L'exclusivité, on vous l'a dit, elle est plus ou moins stricte, et selon les rédactions, il y a des vraies différences. Voilà, ça aussi c'est important. Le calcul de l'indemnité de fin de mandat, avant, c'était réglementaire en 49-50. Là, et là je peux vous dire qu'il y a des vraies différences, chaque réseau va avoir ses modalités de calcul. Et ça a été tout à fait reconnu en jurisprudence. Voilà. Bon, puis l'âge de la retraite, je crois qu'on est à la troisième fois, on va passer. On arrive, hiérarchie des normes, souvenez-vous, on est parti du code des assurances, on est passé par le décret, on est passé par la convention, on est passé par les accords d'entreprise, et bien on arrive à vos traités de nomination. Alors, l'usage, c'est que les accords d'entreprise fixent un statut type. Pourtant, c'est le message le plus important que je peux vous faire passer, c'est pas un contrat d'adhésion complet. C'est-à-dire que rien n'empêche au nouvel agent, c'est rarement le cas, mais de discuter certains points. Ça arrive notamment lorsque c'est un agent du même réseau qui va être mandaté sur une autre agence. Il peut être en position de force. Ça peut être le cas d'un courtier qui a un beau business qui devient agent et qui va pouvoir conserver une structure de portage. Rien n'empêche, évidemment, pour le nouvel agent qui rentre dans la profession, il ne va rien discuter et il va être sur un contrat d'adhésion, on ne va pas se mentir dans les faits. Mais juridiquement, on peut discuter. On peut discuter avec l'assureur de certains points. C'est vrai lorsque vous vous associez, vous savez très bien, on peut avoir des spécificités là aussi. On passe par l'écrit, on passe par le contrat, et comme ça on aura un accord de vérité propre. Nous, on est là évidemment pour vous aider à décrypter ces engagements que vous souhaiteriez prendre et les mettre au carré en droit. Alors évidemment, c'est une tarte à la crème, mais lisez vraiment vos mandats à fond. Et si vous avez des questions, venez nous les poser. On vous apportera la réponse la plus claire possible et les conséquences opérationnelles les plus sensibles qu'on arrivera à vous expliquer. C'est fondamental. Quand on se fâche devant un juge, c'est le mandat qu'on va sortir. Le mandat, l'accord d'entreprise, éventuellement la convention, et c'est d'abord ce que vous avez signé et qui vous engage. Voilà, par exemple, c'est malheureux, mais sur les jeunes agents, lorsque d'un seul coup ils se rendent compte qu'ils ont des clauses de non-rétablissement et que leur période probatoire a été mis fin à leur période probatoire, c'est extrêmement douloureux. Quand votre bassin d'emploi, c'est une grande ville et que votre non-rétablissement est sur la grande ville. C'est extrêmement douloureux. Donc, vraiment, lisez cela avec attention, interpellez-nous au besoin. Alors, il est midi 1. On avait une dernière petite slide sur un peu de contentieux. Voilà, sachez que tout ce qu'on vient de vous dire, ça nourrit un peu de contentieux sur les abattements d'IFM notamment. Moi, j'ai été très déçu que la Cour d'appel de Paris valide le mécanisme des abattements contractuels, mais ils ont dit, nos juges parisiens, que eh bien, il était, comme les modalités de calcul des IFM sont au niveau accord d'entreprise, eh bien, les abattements faisaient partie de ces calculs. Ça m'embête beaucoup. Moi, je voulais qu'ils disent que le seul abattement que la compagnie pouvait légitimement mettre en œuvre, c'était le trou de caisse. Bon, bah, ils n'ont pas dit ça. Par contre, ils ont obligé quand même les compagnies à justifier. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'on pouvait effectivement prévoir des abattements dans les accords contractuels, qu'on pouvait les mettre en œuvre de manière automatique et unilatérale du côté des compagnies. Non, non. Il va falloir justifier. Alors, c'est une décision en demi-teinte pour nous. J'aurais préféré que ce soit plus violent pour les compagnies. Ça n'a pas été fait. Et ça risque de faire voilà, ça le fait déjà dans le ressort région parisienne. Et puis, oui, alors un autre point intéressant, on a eu dans un accord contractuel les mandats, c'est le mandat type qui est visé. En cas de rétablissement, historiquement, traditionnellement, c'est la déchéance de droit à l'indemnité de fin de mandat. Vous vous rétablissez dans les 3 ans, dans la circonscription, on vous reprend l'intégralité, 100% de votre IFM. Extrêmement violent, on y réfléchit bien, parce qu'en général, les torts sont quand même assez partagés en la matière. Eh bien, on a eu dans l'accord contractuel, mais c'est au regard d'une rédaction spécifique de cet accord contractuel, du coup, on ne peut pas généraliser à tout le monde, et c'est malheureux. J'essaie de le faire, mais c'est pas gagné, pour tout vous dire. C'est de dire, bah, ça c'est une clause pénale. Et l'intérêt d'une clause pénale, alors le sens civil d'une clause pénale, on ne va pas en prison, c'est que le juge peut la moduler.
alors à la hausse ou à la baisse. Mais comprenez bien le propos. Certes, vous vous êtes rétabli, mais votre compagnie vous a maltraité en, je sais pas, coupant typiquement toutes les branches d'assurance sur lesquelles votre business était assis, en vous permettant de faire un peu plus de courtage accessoire à un moment donné, et puis après, c'est fâché tout rouge. Et bien là, il y aurait peut-être matière à discuter du niveau de la sanction financière qui vous serait appliquée par le juge. Et le juge pourrait dire, bah, on ne va pas lui reprendre 100% de l'IFM, par contre, ça sera peut-être 30, 40, 50%. C'est déjà un avantage et c'est intéressant. Écoutez, voilà, Bruno, peut-être le mot de la fin, je te le laisse, bien sûr. Non, rien de particulier. Il faut connaître son mandat et n'hésitez pas à poser des questions aux référents des syndicats verticaux. Si vous avez des questions, il faut les solliciter là-dessus pour vérifier que la compagnie reste dans les règles. Qu'elle ne s'échappe pas. J'en profite parce qu'on a eu pas mal de questions, notamment sur l'association et autres. On va faire un webinaire sur l'association dans quelques semaines, donc avec des juristes plutôt fiscalistes sur ce sujet. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas traité vos questions à l'oral. Autre question par rapport à l'exclusivité. De la même manière, on avait fait un webinaire il y a quelques mois sur la production au cœur du mandat que vous pouvez retrouver sur le site AGA dans la rubrique AGA TV ou sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, puisqu'en effet le temps nous manque aujourd'hui. Mais en tous les cas, merci messieurs de vos interventions. On était encore plus de 230 aujourd'hui à vous suivre. Et c'était fort agréable d'être à vos côtés pour ce sujet bien au cœur de l'activité des agents. Merci à tous les deux. Merci à Aurélie qui était aussi en coulisses pour répondre aux questions des agents. Et puis, on se dit à très bientôt et portez-vous bien. Merci à toutes et tous pour votre écoute et merci à Aurélie et les Aurélie pour leur travail d'organisation. Merci également. Merci Bruno à toi d'avoir. Au revoir à tous et toutes. Merci.